Ce que l'on peut constater, disons, même si historiquement c'est beaucoup plus long, depuis le milieu des années 80, ce sont des séries de mises en accusation, de crises, ce qu'on appelle des scandales, de mise en question des acteurs politiques et des grands dirigeants économiques sur leurs activités, comme si finalement les lois qui s'appliquent aux citoyens ordinaires, eux, avaient la possibilité de s'en dispenser. Cette répétition des situations de mise en cause des acteurs politiques et économiques, a aussi pour conséquence, on peut dire, principale, d'entretenir une suspicion générale vis-à-vis des institutions politiques globales, c'est-à-dire ce qu'on appelle les crises de confiance. Et dans tous les pays européens, les indicateurs de la diminution de la confiance, aussi bien dans les acteurs, ce qui est une chose, mais aussi dans les règles, c'est-à-dire dans les institutions. Il y a eu beaucoup de lois qui ont été adoptées en France, mais dans beaucoup d'autres pays, pour réguler le financement des partis, des campagnes, pour limiter le cumul des mandats, etc. Donc, des institutions normatives ont été créées. Ce n'est pas pour ça qu'elles ont produit, on peut dire, des effets maximum. Ce n'est pas qu'elles n'en ont pas produit, mais elles sont loin d'avoir finalement éradiqué ou diminué considérablement les abus de pouvoir, les abus de fonction, etc. D'où cette crise de confiance. Le problème qui se pose à la démocratie, c'est que, selon la théorie politique, c'était l'électeur qui était le principal, on peut dire, censeur. Et qu'au fond, à partir du moment où c'est par l'intermédiaire du vote, que les électeurs accordent ou retirent leur confiance et que donc, logiquement, un dirigeant qui est considéré comme ayant eu des pratiques déviantes, délinquantes, illicites, devrait être sanctionné par l'élection. Or, ce n'est pas ce qui s'observe. Et la question n'est pas nouvelle. Elle émerge comme problème de la démocratie au début du XXe siècle aux États-Unis. Un grand journaliste d'investigation qui s'appelle Stevens, qui a fait toute une série d'analyses sur des crises à répétition qui avaient lieu dans les villes américaines, de dénonciation de scandales, jugement, condamnation, etc., et réélection derrière de l'élu. Je ne développe pas, vous savez que le problème ne se limite pas aux États-Unis et ne se limite pas au début du XXe siècle. Nous arrivons dans une situation, on peut dire, de paradoxe, qui est que finalement, la sanction par le vote est insuffisante et que les différentes formes même de protestation dont disposent les citoyens, que ce soit les pétitions, les manifestations, etc., ne sont finalement jamais arrivées à influer suffisamment sur les acteurs politiques pour qu'ils transforment leurs pratiques. Maintenant, la question qui se pose, c'est pourquoi, finalement ? Pourquoi cette tolérance? Ce sera, on peut dire, l'objet principal de cette conférence. Les premières idées que nous avons, mais qui ont quelquefois aussi été étayées par des enquêtes, est de dire, finalement, les citoyens cherchent d'abord leur intérêt particulier, leur intérêt privé. Dans la mesure où ça me rend service à moi, où ça correspond à mes intérêts, finalement, j'accepte que l'homme politique se comporte de telle ou telle façon dans la mesure où il me sert. Donc une forme de cynisme. Une autre explication qui rejoint toutes les observations que l'on peut faire sur le fait qu'il y a de plus en plus d'abstention, que les gens participent moins aux syndicats, participent moins aux partis politiques, donc ne veulent de moins en moins aller voter pour toute une série d'élections. Donc finalement que les citoyens sont désabusés. En baissant les bras, ce serait une façon donc de tolérer les abus de pouvoir. Je ne pense pas qu'on puisse résumer cette tolérance ni à un cynisme, ni à une forme générale de renoncement, mais plutôt le fait que ce qui est en cause, c'est la façon dont les citoyens conçoivent le rôle des politiques. On laisse de côté les acteurs, leur moralité individuelle, etc. Qu'est-ce que les citoyens attendent de leur maire, attendent de leurs députés, attendent de leurs représentants. Et les réponses sont beaucoup moins simples que ce que l'on peut croire. Mon hypothèse, est que dans la façon dont les citoyens conçoivent les politiques, d'abord, ce sont des conceptions multiples, c'est-à-dire nous avons
des conceptions différentes de ce à quoi servent les politiques et de la façon dont nous, en tant que citoyens, nous pouvons avoir des relations avec eux. Il y a une diversité des positions. Évidemment, il y a une dimension morale, un peu d'indignation, mais cette dimension morale, elle est en fait très, on peut dire, superficielle, parce que dans les relations, les conceptions que beaucoup de citoyens ont des acteurs politiques, ce sont beaucoup plus des éléments pragmatiques. On juge les politiques par rapport à leurs résultats, par rapport à ce qu'ils peuvent faire pour la collectivité, par rapport à ce qu'ils peuvent faire aussi pour nous-mêmes, et que ce critère, on peut dire pragmatique, pratique, est beaucoup plus important que les critères moraux ou les critères légaux de respect du droit auxquels on pense habituellement. L'élément principal est que, globalement, nous sommes dans une situation où seulement un peu plus du tiers, de l'ordre de 35% des citoyens estiment que les hommes politiques sont plutôt honnêtes, et donc presque les 2/3 qui considèrent qu'ils sont plutôt corrompus. La même question que vous avez en bas est posée par la Sofres depuis bientôt 50 ans, dans les mêmes termes. Comme vous le voyez sur cette image, il est assez rare, d'ailleurs c'est un bonheur pour les statisticiens, d'observer une inversion de courbe ou de tendance aussi nette. Début 90, c'est là où il y a une inversion, c'est-à-dire où on dépasse plus de 50% des enquêtés qui considèrent que les élus sont plutôt corrompus. Et depuis cette époque-là, ce chiffre a augmenté, et on peut dire que depuis, il plafonne entre 60 et 65%, ce qui quand même reste extrêmement élevé, avec un certain nombre de pics dans les situations de crise. Vous vous souvenez, peut-être au moment de l'affaire Bettencourt-Woerth, au moment de l'affaire Cahuzac, etc., où on dépasse, quand les sondages sont faits, disons, dans les semaines qui suivent la révélation ou la mise en accusation publique, dépasse les 70%. Mais on voit bien aussi la fragilité de ces jugements, c'est que si on fait, quand la question est reposée 1 mois ou 2 mois après, de nouveau, on se rapproche plutôt du niveau entre 60 et 65. Un résultat que je trouve assez préoccupant, quand même ça, c'est le fait que dans toutes ces enquêtes, à peu près 1/3 des enquêtés, selon les moments, considèrent qu'il y a aujourd'hui plus de corruption qu'avant. Or, c'est un résultat aussi paradoxal, puisque depuis, disons, 1988, le nombre de législations, de réglementations, d'organismes chargés de la lutte contre la corruption, les abus de pouvoir, etc., n'a cessé d'augmenter. Donc, on pourrait penser, en toute logique, toute évidence, que plus il y a de règles, plus il y a d'institutions, plus les comportements se normalisent, surtout dans le temps. Ce résultat peut être aussi analysé différemment. On peut se dire, au fond, c'est parce qu'il y a plus de règles et parce qu'il y a plus de contrôle que l'on met en évidence de plus en plus d'affaires, de plus en plus de débordements. Je continue encore quelques données sur les résultats. Si on regarde quels sont finalement les lieux qui sont considérés comme étant les sources principales des abus de fonction, des abus de pouvoir, des lieux de corruption, quand vous avez 78% des personnes qui répondent, qui considèrent que le niveau de corruption est élevé au niveau de la présidence de la République, 70% qui considèrent que c'est élevé au niveau des députés, etc. Enfin, on voit bien la situation, on peut dire, de perte de confiance et d'alerte dans laquelle on se trouve. Vous remarquerez le 3e chiffre qui concerne le pouvoir municipal. Les relations avec, finalement, des autorités politiques de proximité sont beaucoup plus, on peut dire, pacifiées. On trouve ça dans à peu près tous les pays. Aux États-Unis, c'est tout à fait clair. Il y a les élus politiques, on peut dire, de proximité. Donc pour nous, disons, nos élus municipaux ont une image comme celle-là, moyenne, pas excellente, mais enfin moyenne. En revanche, dès que l'on passe à, on peut dire, des échelles supérieures en termes de territoire, c'est-à-dire aux États-Unis, on passe au niveau de chacun des États fédérés, comme ce serait pour nous les départements ou plutôt les régions,
le niveau de suspicion de corruption monte, et dès qu'il s'agit du niveau national, de Washington comme de Paris, alors les présupposés de pratiques corruptives sont très élevés. Quand on interroge les gens sur qu'est-ce qui pousse à la corruption, qu'est-ce qui conduit des acteurs politiques, des décideurs à avoir des pratiques transgressives, ce qui vient au premier rang, ce sont les acteurs économiques. Les entreprises, les banques, le système financier, etc. À un degré moindre, les dirigeants sont aussi sous l'influence de leurs proches, de leurs amis. La relation de proximité, ça permet aussi d'obtenir des avantages. Bon. Assez typique de la situation française, le fait que, au contraire, les fonctionnaires, tout ce qui est le service public, est considéré depuis toujours comme très peu corrompu, et que donc les fonctionnaires en eux-mêmes sont considérés comme ayant globalement des pratiques très honnêtes, disons. On n'a pas en France à payer pour inscrire un enfant à l'école, pour être hospitalisé, pour avoir des papiers d'identité, des passeports. Pour terminer avec cela, les secteurs qui sont considérés comme les plus corrompus, ce sont, donc, je ne vous apprends rien, les partis politiques d'abord, les acteurs économiques, dont je viens de parler, à un degré moindre, le monde des médias, et vous voyez très peu le niveau des administrations. Donc voilà, un peu des éléments de balayage pour avoir donc quelques repères. Deuxième point de conférence, un peu une mise en perspective historique. La vilaine image que vous avez là, qui représente carrément le diable, c'est une fresque extrêmement intéressante dans laquelle sont représentés à la fois le mauvais gouvernement, mais aussi le bon gouvernement, et rassurez-vous, il va venir plus tard. Le XIVe siècle, donc la préoccupation du mauvais gouvernement. Et pour le dire assez rapidement, les préoccupations sur ces questions de probité publique et la question des abus de fonction des dirigeants se sont développées en, disons, 5 temps. Voilà. Et gardez en tête que chaque étape n'efface pas la précédente, qu'on a plutôt affaire à un millefeuille, qu'aujourd'hui on est dans une situation, on peut dire, d'accumulation de problèmes. Alors d'abord le premier, sous l'Ancien Régime, sous les régimes de type royauté ou de pouvoir très personnalisé et centralisé, la question qui posait problème très tôt était celle de la séparation entre le patrimoine public et le patrimoine privé. Ça vous dit quelque chose? Vous voyez, c'est une très vieille question. Qu'est-ce qui finalement relève des biens communs, des biens, ne parlez pas encore de biens publics, et qu'est-ce qui relève du patrimoine, du dirigeant, du souverain, mais pas de lui seul, des chefs d'armée et aussi de tous les gouverneurs et autres dirigeants auxquels le souverain accordait soit des offices, soit des charges, c'est-à-dire le fait de confier à une personne particulière la gestion d'une partie du patrimoine, disons, royal. Gérer des forêts, gérer des ports et surtout la collecte des impôts. La deuxième qui émerge au XIXe siècle est celle du clientélisme politique, ce qui pose une des questions fondamentales en démocratie. Dans le vote, quand le citoyen désigne des représentants, qu'attend-il de son représentant? La théorie politique nous dit que le représentant, le député, n'est pas du tout le représentant des intérêts de sa circonscription et de ses électeurs. Le représentant, il est désigné pour sa capacité, au contraire, à prendre une distance vis-à-vis des intérêts particuliers et pour contribuer à la définition de l'intérêt général et du bien public. Donc il va y avoir un détachement entre le mandat qui forcément est donné de façon territoriale et d'autre part la fonction telle qu'elle est exercée dans les assemblées pour définir le bien commun, l'intérêt général de la nation. C'est la théorie. Dans la pratique, ce postulat, disons, a été d'entrée mis en question. Et Alexis de Tocqueville, le premier, a posé cette question en disant « mais bien évidemment, je suis mandaté pour définir le bien commun et l'intérêt général, mais il faut bien que je m'occupe de mes électeurs. Et dans ma représentation, je dois défendre les intérêts de mon territoire, de ma région, des acteurs économiques, etc. Et donc la balance, si vous voulez, entre la définition de l'intérêt général et la défense des intérêts particuliers a été le deuxième type de grand problème posé dès le début, on peut dire, des régimes démocratiques.
La troisième, c'est l'emprise alors des intérêts privés organisés, et on peut dire des intérêts économiques, sur la décision politique. Vous voyez, donc ça c'est différent du lien entre les mandants, les électeurs et le représentant. Là, c'est le fait que des groupes d'intérêts organisés sont susceptibles d'agir sur la définition des lois, sur leur mise en œuvre, sur le choix de responsables, etc. On peut dire le scandale de Panama ou toute une série de députés et de ministres donc qui seront traités le chèquard, c'est-à-dire ceux qui touchaient des chèques pour justement modifier la loi, faire adopter des lois qui donnaient des financements, etc., qui permettaient à la société construisant le canal de Panama d'éviter la faillite, etc. Ce n'était pas quelque chose d'exceptionnel, mais c'est à l'occasion de Panama et des procès qu'il y a eu que l'emprise des intérêts économiques organisés sur les autorités politiques, et en particulier les autorités législatives, a été posée. Quatrième enjeu, celui du financement de la vie politique. Il a fallu attendre le milieu des années 80 pour que l'on se pose cette question extrêmement originale, mais finalement, comment vivent les partis politiques? De quoi vivent les partis politiques? Comment est-ce que les candidats financent-ils leurs campagnes et leurs élections? Il faut savoir que dans la Constitution de 1958, au nom de la liberté politique, au nom de la liberté politique, on n'avait pas donné de statut aux partis politiques, pour éviter toute forme de discrimination, etc., et pour laisser, disons, la liberté d'expression politique s'exprimer. Et que donc, les partis avaient une liberté d'organisation et une liberté totale d'organisation aussi de leur collecte de fonds, de leurs ressources matérielles. Et le postulat selon lequel c'était les cotisations des membres qui devaient suffire à faire vivre les partis, s'est trouvé progressivement limité, surtout à partir du moment où les campagnes, surtout les campagnes d'abord présidentielles, puis un certain nombre de grandes campagnes municipales, ont donné lieu en fait à des surenchères entre les candidats. Et la question de d'où vient l'argent n'était pas posée. Et donc, si vous voulez, il a fallu une série de crises, d'abord concernant le Parti socialiste, puis le Parti communiste, puis progressivement tous les autres partis, pour que finalement soient organisés, à partir de 1988, d'une part, des limitations dans le coût possible pour les campagnes électorales, et d'autre part, le fait qu'il fallait donner des subventions à un certain nombre de partis pour éviter qu'ils n'aillent chercher des fonds plus ou moins réguliers ou irréguliers, puisque la plupart du temps, c'était, pour employer des mots techniques, en fait, c'était de l'abus de biens social, puisque finalement, c'était des entreprises qui donnaient de l'argent à des candidats ou à des partis pour mener leurs opérations au détriment des intérêts de l'entreprise elle-même, c'est-à-dire, voilà. Ou bien un échange de marché. Alors là, on était dans un système qui devenait un peu compliqué. Et le cinquième enjeu, celui dans lequel nous sommes, on peut dire depuis les années 2000, le fait qu'il y ait eu beaucoup de réglementations, la question qui est apparue, c'est finalement la mise en place d'un certain nombre de pratiques qui contournent ces limitations et ces réglementations pour ce qu'on appelle les grands marchés souverains, les marchés d'armement, les marchés liés au nucléaire, les marchés liés aux télécoms, aux grands services publics comme l'eau, etc. Voilà, ces marchés s'achètent et ces marchés donnent lieu souvent à des rétrocommissions, c'est-à-dire que de l'argent qui a été donné à des intermédiaires dans les pays destinataires, revient en partie dans le pays initial, donc la France en particulier. Et c'est aussi à cette occasion-là, on s'est rendu compte que ces allers-retours de commission et de rétrocommission bénéficiaient de l'opacité du système bancaire, pour dire vite, et de tout ce qu'on a appelé, on appelle ça à tort des paradis fiscaux, mais toutes les places offshore, c'est-à-dire les places dans lesquelles l'opacité des circuits financiers est particulièrement forte, la Suisse, le Luxembourg, le Liechtenstein, mais aussi les îles anglo-normandes, etc. Donc voilà, c'est un peu la cinquième couche, et on peut dire aujourd'hui,
les problèmes dont nous entendons parler, ou les affaires qui sortent, peuvent relever de telle ou telle catégorie. Donc l'une n'a pas effacé l'autre. Mais voici le pays de Cocagne, donc c'est le cheminement vers le bon gouvernement. Nous allons entrer dans un univers beaucoup plus paisible, etc. Corruption, c'est un terme générique. Nous préférons parler de atteinte à la probité publique. Ça, c'est une catégorie générale. La corruption, c'est un acte particulier bien précis. Pour aller à l'essentiel, on peut dire qu'il y a 3 types de définitions. Une définition légale des actes de corruption, ou plutôt des atteintes à la probité publique, qui sont définis par des textes, c'est-à-dire quand on parle d'infraction, c'est-à-dire un comportement sanctionné par une règle de droit légitime. Voilà. Donc, dans la législation française, il y a 7 types d'infractions qui concernent les dépositaires de l'autorité publique. Leurs comportements abusifs sont sanctionnés, on peut dire, à une extrémité, peuvent être sanctionnés pour corruption quand c'est celui qui est décisionnaire, qui bénéficie de l'avantage. Ça, c'est de la corruption. Pas décisionnaire, trafic d'influence. Et à l'autre extrémité, pour les choses moins précisément qualifiées, c'est tout ce qu'on appelle les détournements d'argent public, etc. Donc, ce dont vous entendez parler actuellement pour les abus de fonction à l'INA, par exemple. Voilà, donc il y a toute une série d'infractions. Mais ça ne suffit pas, parce que les situations qui posent problème aussi ont été soulevées toute une série de pratiques qui sont plutôt considérées comme, ou qui sont des atteintes plutôt à l'intérêt général, mais pour lesquelles il n'existe pas de sanction. Donc ce n'est pas de la délinquance, ce n'est pas une infraction, ce serait plutôt de la déviance, c'est-à-dire le fait que moralement ou éthiquement, on considère que c'est un comportement abusif, mais il n'y a pas de règle qui le sanctionne. Donc à ce moment-là, ce que l'on dirait, c'est que c'est un comportement qui est jugé abusif par rapport à la conception que nous avons de l'intérêt général. Et tout ce qui est, par exemple, les mélanges entre les intérêts privés et les intérêts particuliers, on peut débuter sa carrière à Bercy, pendant pas très longtemps en général, entre 5-10 ans maximum, à s'occuper de régulation bancaire. On est recruté par une grande banque, ce genre de passage comme ça, c'est assez difficile de le qualifier techniquement, mais on voit bien les problèmes que ça peut poser en termes d'abus de décision ou d'influence sur des décisions, comment ça peut contribuer au favoritisme, etc. Et l'autre exemple que l'on peut donner d'atteinte à l'intérêt général, puisque le terme aujourd'hui c'est beaucoup diffusé, c'est tout ce qu'on appelle le lobbying, toutes les activités d'influence, le fait que des groupes économiques, mais quelquefois aussi des groupes, on peut dire, religieux ou des groupes philosophiques, cherchent à avoir une influence auprès du législateur ou auprès du gouvernement pour obtenir des mesures qui les avantagent eux. Et ces stratégies d'influence ne sont pas toujours qualifiables selon la première catégorie en termes de trafic d'influence, qui est une notion juridique bien particulière. Donc vous voyez, il y a ce deuxième type de définition qui est plus large que le premier. Enfin, il y en a un troisième, qui est aussi beaucoup utilisé, qui est celui de définition, on peut dire, sociologique, qui est basé sur les perceptions. Qu'est-ce qui pose problème dans la société ? Peu importe les définitions légales ou un peu philosophico-politiques, c'est qu'est-ce que les citoyens perçoivent, eux, comme des situations qui créent de l'inégalité, qui créent de l'injustice, et que cette dimension des perceptions est fondamentale. C'est donc une autre façon de saisir les choses. Et on voit bien que dans ces cas-là, les hésitations, la diversité des points de vue est extrêmement importante. Alors qu'il existe des règles de financement des partis, la France tolère aujourd'hui 350 micro-partis, qui sont en fait des associations de soutien à Madame X ou Monsieur Y, qui collectent des fonds en dehors des règles de financement des partis politiques. C'est une pratique qui est connue, qui est mesurée, mais pour lesquelles il n'y a toujours pas de normes. Autre exemple que l'on peut donner, qui est encore, je pense, moins perçu, la France finance annuellement 56 partis politiques. Si vous faites juste une petite liste dans votre tête, si vous arrivez à 10, déjà beaucoup, si vous êtes assez bon. Les 56,
financés par l'organisme qui distribue annuellement des fonds, donc des groupes qui ont un certain type d'organisation, qui répondent à des critères, etc. Donc typiquement, vous voyez, dans ce que je disais de la Ve République, laisser ouvert la liberté d'expression politique, ce qui en soi, on peut dire une vertu démocratique, en même temps, on voit bien, elle est accaparée par certains groupes qui s'organisent pour utiliser le système légal de financement des partis politiques comme une tirelire. Hein. Ils savent retirer des fonds, voilà, et ils les obtiennent. Donc voilà, on est typiquement dans une situation grise où les perceptions sont, brouillées. Un petit tableau pour résumer ça. Toute une série d'enquêtes menées depuis les années 70, aux États-Unis, puis maintenant en Europe, permettent de différencier justement dans les perceptions, 4 types de situations. Commençons par, c'est le plus simple, la case qui pour vous se trouve en bas à droite, qui est donc dite la zone noire. Ce sont des actes qui sont considérés comme très graves et pour lesquels il y a un accord entre ce que pense l'opinion publique, la façon dont elle perçoit ces comportements, donc qui sont en colonne, et la façon dont les acteurs politiques eux-mêmes jugent ces pratiques. Dans cette zone, disons, noire, ce que l'on trouve typiquement, c'est la corruption au sens strict dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de rétribuer une décision favorable, et aussi, on trouve dans cette catégorie-là toutes les formes d'enrichissement personnel. Ça, c'est vraiment le stigmate, noir, le plus fort. Allons à l'opposé, zone blanche, c'est intéressant, les situations dans lesquelles il y a un accord entre le point de vue des citoyens et le point de vue des acteurs politiques pour dire « Oh, mais non, bah, écoutez, monsieur, arrêtez, c'est juste pas grave. » Tout ce qui est autour on peut dire, du petit clientélisme de proximité, je ne sais pas, il a pu arriver, par exemple, dans cette salle, que certains d'entre vous, préoccupés du destin scolaire de leurs enfants, aient cherché à obtenir un soutien pour permettre à l'académie un aménagement de la carte scolaire. Vous voyez, personne ne trouve ça grave. Mais là, il y a un accord, hein. L'élu le fait, il intervient, et les citoyens trouvent, bah oui, il faut bien se débrouiller. Hein. Et les 2 autres cases sont au contraire des situations dans lesquelles il y a du désaccord, c'est-à-dire où les perceptions des uns ne correspondent pas aux perceptions des autres. Alors, si on reste en haut à droite, ce sont les situations auxquelles les citoyens sont particulièrement sensibles, les formes atypiques ou anormales de financement de la vie politique. Une des constantes est qu'il y a toujours une suspicion que les acteurs politiques font aussi de la politique pour au moins se nourrir, voire s'enrichir. Hein. Pour les citoyens, toutes les mises en cause qui portent sur les diverses formes de financement politique sont considérées comme relativement graves. Mais pour les acteurs politiques, aucun problème. Typiquement un désaccord complet. En sens inverse, en bas à gauche, une autre forme de désaccord, c'est que les acteurs politiques sont souvent sensibles, certains d'entre eux, à tout ce qui est, disons, le lobbying, les stratégies d'influence, etc. C'est quelque chose, certains en bénéficient, mais la majorité sont assez critiques sur les relations privilégiées entre tel élu et tel grand groupe industriel, par exemple. Donc ils voient bien au moins que c'est un problème. Voilà. Alors que pour les citoyens, il y a un peu l'idée que, oui, mais dans les contextes économiques graves, voilà, c'est normal que tout le monde joue sa carte. Nous, on agit sur la carte scolaire, et puis il y en a d'autres, ils agissent pour obtenir des subventions européennes. Bon, voilà, c'est un peu sans les affaires, quoi. Voilà. Donc, vous voyez, un écart important. Ce que vous pouvez retenir, c'est la case, donc la première case noire ou la case blanche. Ce sont des cas, ce qu'on pourrait appeler, c'est des noyaux durs dans les représentations. C'est-à-dire, quels que soient les lieux où sont faites les enquêtes, quelle que soit, on peut dire, la forme ou les moyens, c'est toujours ces données-là qui se retrouvent. Ce qui est toujours considéré comme grave, c'est tout ce qui est les formes politiques de corruption directe. Partout, il y a, disons, de la circulation d'argent tangible. Et d'autre part, les abus de financement politique.
Mais aussi là où il y a de l'accord, donc je vous le disais, c'est des zones blanches, c'est-à-dire le petit favoritisme, les demandes d'intervention, le fait d'entretenir des bonnes relations avec des élus. Tout ça est largement accepté. Et puis, donc, comme je vous ai dit, il y a différentes zones de désaccord. Là où il y a de grandes, on peut dire, disparités, disons ça comme ça, entre nous, c'est ce qu'on pourrait appeler instrumentaliser la vie politique ou instrumentaliser les acteurs politiques, c'est-à-dire faire ou demander à des acteurs politiques de faire des choses pour lesquelles, en théorie, ils ne sont pas mandatés. Quelques exemples plus concrets que ce que j'ai dit jusque-là, donc c'est aussi les résultats d'enquête. Donc sur ce qui est considéré en France, enfin même en enquête européenne, donc, comme très grave, c'est typiquement, par rapport à la question fiscale, le fait de demander à un acteur politique d'intervenir à propos d'un contrôle fiscal pour limiter l'intervention de l'administration, ça c'est mal. Hein, c'est perçu comme très grave. C'est un peu paradoxal, vous verrez, avec ce qu'on observe plus loin, mais c'est comme ça. Ça, c'est un type d'intervention qui est considéré comme abusif. Vous voyez, donc on est au-delà de 90%. Le deuxième exemple, c'est typiquement un exemple de corruption. Donc, pour obtenir le marché de la rénovation du stade municipal, une entreprise accepte de faire le ravalement de la maison de campagne de Pierre Lascaux. D'accord ? Voilà. Donc ça aussi, grave. Le fait aussi, dans le financement de la vie politique, de détourner de l'argent public pour des avantages personnels. C'est le fait pour un élu d'utiliser des avions de la flotte gouvernementale pour mener sa campagne. C'est un exemple qui n'est pas tout à fait imaginaire. Ça aussi, c'est perçu comme grave parce qu'il y a une confusion explicite entre, finalement, c'est un objectif de carrière personnelle et on utilise pour cela une ressource publique. Là, on est dans la zone noire. Hein, vous voyez, plus de 85% de réprobation. On arrive dans la zone grise, dès qu'il est question, typiquement, de ce que je disais, de l'instrumentalisation des partis politiques. Donc, par exemple, adhérer à un parti politique pour obtenir un logement social, vous voyez, très partagé. Quelqu'un qui travaille dans une entreprise et qui accepte une croisière qui est payée par un client, bon, ça, plutôt sympa. Nous arrivons donc à la zone blanche, c'est-à-dire les comportements qui, au contraire, sont globalement acceptés. C'est l'évitement de la TVA, payer cash pour... Voilà, très bien, le résultat. Utiliser, surtout dans la période actuelle, mais ce n'est pas forcément lié à la crise économique, une relation politique dans un parti, dans un élu, etc., pour obtenir un emploi pour soi ou pour ses enfants, vous voyez, c'est très largement accepté. Et évidemment, le plus significatif, obtenir une recommandation pour avoir une place en crèche, vous voyez comment ça se présente. La différence qui existe entre une assez forte sévérité dans les jugements à l'égard des acteurs politiques et une moindre sévérité quand il s'agit des citoyens. Donc c'est aussi une façon un peu de complexifier les choses. Dès qu'il s'agit d'élus, ou souvent quand il s'agit d'élus, finalement, les jugements sont graves, hein, parce que ce qui est en cause, c'est ce qu'on appelle la dignitas de l'élu, le fait que l'élu devrait être un modèle, hein, et que donc à partir du moment où il transgresse, il commet un acte grave. Deuxième élément qui contribue à la gravité, c'est aussi le fait que ce que les citoyens critiquent très souvent, c'est l'idée selon laquelle le monde politique, c'est juste une tribu à part, ou plusieurs tribus à part, et que donc le fait que l'élu a la possibilité d'échapper aux règles communes est aussi et qu'il a une indifférence à l'égard des normes générales, est un élément qui contribue à la perception de gravité. Et donc les pratiques qui sont considérées comme les plus graves, elles le sont parce que, dans les arguments, parce qu'elles créent d'abord des inégalités entre les citoyens, parce que ça sape la confiance dans la mesure où ça contourne les procédures, parce que si on contourne la procédure pour ça, pourquoi est-ce qu'on ne le contournerait pas pour autre chose? Troisièmement, parce que, à ce moment-là, ce que les personnes critiquent, c'est l'utilisation du politique pour servir des intérêts particuliers, des intérêts personnels. Et la tolérance ne s'applique pas simplement à l'égard des élus, elle s'applique aussi beaucoup à l'égard des citoyens.
Alors pourquoi? Il y a des enjeux et des situations qui sont difficiles. Donc dès qu'il y a des situations de rareté, comme les places en crèche, les bonnes écoles, l'obtention d'un logement, l'obtention d'un emploi, etc., à ce moment-là, ça sert de justification et pour dire je comprends, moi je ne le ferai pas, mais je comprends que d'autres utilisent le politique pour résoudre ces problèmes-là. Deuxième composante, le fait que aussi, dans l'image que beaucoup de citoyens se font des acteurs politiques, l'idée que oui, le délégué politique, notre représentant politique, il est là pour défendre l'intérêt général. C'est bien. Mais il est là aussi pour régler mes petits problèmes. Parce que l'administration est tatillonne, procédurière, parce qu'il y a des tas de situations dont on ne se sort pas, etc. Donc il y a une image assez répandue de l'acteur politique résolvant des problèmes, donc servant d'intermédiaire, et que ça ferait aussi partie de son rôle, de sa fonction. Ceux qui partagent ce point de vue considèrent que ceux qui mobilisent les acteurs politiques sont tout à fait dans leurs droits. Alors comment c'est justifié, disons, de deux façons. La première, c'est la généralité. Pourquoi il ne le ferait pas? Puisque à peu près tout le monde le fait. L'autre élément très important, et qui a à voir, vous voyez, je reviens toujours à ça, à la conception que les citoyens se font des acteurs politiques, c'est cette idée, vous voyez, presque un rapport entre l'enfant et le parent. L'enfant, il a le droit un peu de tout demander, de faire ses trucs, c'est aux parents à rappeler la règle. Voilà. Donc le citoyen est tout à fait légitime à demander, à solliciter, et c'est à l'acteur politique à dire « Ah non, ça jamais ». Il dit que ça ne coûte rien de demander, que tout le monde le fait, et que c'est à l'acteur politique de rappeler les règles, etc. Dans ces cas-là, ce que l'on peut dire, c'est qu'on envisage la relation politique comme une relation d'échange, de soutien. Non seulement je vote pour lui ou pour elle, mais aussi j'en parle autour de moi, j'en dis du bien, je suis content de mon maire, etc. Voilà. Mais qu'en échange de ça, c'est bien légitime que de temps en temps, j'ai un peu de retour. Bien évidemment, la France est un pays légaliste, que nous sommes dans un état de droit, mais qu'il y en a beaucoup de ces règles, que c'est très très compliqué, et que donc, pour s'en sortir, l'acteur politique, on l'utilise souvent comme un adaptateur des règles, comme celui qui a la capacité d'appeler la caisse d'allocation familiale ou d'appeler l'académie, etc., pour obtenir des aménagements. Donc, vous voyez, c'est sur ce balancement entre la sévérité à l'égard, les critères de sévérité à l'égard des élus et un niveau de tolérance beaucoup plus élevé à l'égard des pratiques des citoyens que je voulais soulever. Une petite synthèse sur, alors, ces phénomènes de tolérance, comment les analyse-t-on, comment peut-on les comprendre? Donc les principaux résultats sont les suivants. Pendant longtemps, on peut dire jusque dans les années, jusqu'à les années 50, il y avait quand même l'idée que, on le voit bien, par exemple, les Français s'en souviennent bien, ou certains ici, que par exemple, l'homogénéité de la pratique de la langue française, ça a été un grand combat, presque jusque dans les années 30. Il y avait une diversité de pratiques des langues, une pluralité de cultures ou de sous-cultures, et que donc, selon les sous-cultures, les individus avaient des rapports différents aux politiques. Et que surtout, on considérait que ceux qui étaient, par rapport aux questions d'immigration, des entrants les plus récents dans un pays, n'avaient pas encore assimilé la culture nationale. Si les citoyens, finalement, sont tolérants, c'est pour deux raisons. D'une part, parce qu'ils ne sont pas assez informés ou assez bien informés, et on peut dire que même la prolifération des médias et des sources, on le voit bien aujourd'hui avec la multiplicité des sources qui existent, surtout via Internet, au fond, se dire bien informé sur un sujet, ne serait-ce qu'une des affaires que nous pouvons avoir en tête, la poser objectivement sans entrer immédiatement soit dans une théorie du complot, soit dans une théorie de la défense radicale, etc., c'est pas évident. Croiser les sources, les valider, très difficile. Et puis l'autre élément est que le citoyen ordinaire, vu la complexité du monde, il manque de compétences. C'est-à-dire, il ne fait pas la différence entre ce qui, dans une municipalité, entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Donc je prendrai juste, sans le nommer, une célèbre municipalité d'Île-de-France du côté ouest, où l'élu est triomphalement élu au premier tour, au municipal, aux élections législatives, etc. Donc, il a une vraie confiance.
il a une vraie base électorale, n'oublions pas. Hein, voilà. En même temps, si vous voulez, l'information qui est connue sur cette municipalité montre quand même que c'est une des communes les plus endettées de France. Donc vous voyez, ce n'est pas simplement, quand on prend le vote, ce n'est pas simplement le fait que les gens tolèrent un certain nombre d'abus, c'est aussi le fait que faire la part entre ce qui est important, c'est-à-dire la distribution généreuse qui est faite de toute une série de prestations, et le fait que tout ça, c'est basé sur de l'endettement, qui est connu, c'est pas un secret d'État. Hein. L'orientation du vote ne repose pas forcément sur des compétences, on peut dire, économiques, financières, politiques. Voilà. Le troisième type d'interprétation, c'est le fait qu'une série d'éléments qui sont plutôt au niveau, disons, des idées, des croyances. Ce qu'on oublie toujours, quand on est sur ces histoires de transgression des règles, etc., on fait comme si le rapport à la morale ou le rapport au droit était ce qui est le plus important. Mais non, pas du tout. Quand on a affaire à un acteur politique, la première question que l'on se pose, c'est est-ce qu'il pense comme moi telle chose de l'Europe, telle chose des immigrés, telle chose du budget de l'armée, etc., etc. Et que donc la dimension idéologique est fondamentale. Et que les arguments de type moraux ou de type légaux ne viennent que dans un deuxième, troisième, quatrième temps. Hein, et que l'adhésion aux valeurs fondamentales portées par ce candidat est le critère principal par rapport auquel les citoyens se déterminent. Deuxième type de justification, je l'ai dit tout à l'heure, c'est juste après la conviction idéologique, c'est les résultats. Le pragmatisme, hein, les résultats tangibles, c'est pas dans la tête dont on bénéficie, est aussi un critère très, très important. Troisième élément, la proximité, la personnalisation du rapport avec l'élu. L'idée qu'il nous représente, donc il est un peu nous, et tous ces étrangers-là, je parle les étrangers à la commune, c'est juste, ils n'ont rien à voir. Parce que nous, on est d'ici, c'est à nous de décider, on fait le ménage en famille. Nous, on a une relation personnelle, de confiance, un peu affective, avec ce représentant-là, et que finalement, même si tout le monde l'accuse, nous, on va le défendre. Un autre élément qui pousse ça plus loin, c'est une pauvre victime. Il réussit trop bien. Traiter un élu mis en cause comme une victime, vous voyez, c'est une façon d'organiser une bonne base de tolérance solide. Et puis, une dimension qui est aussi très fréquente, c'est, quand je disais tout à l'heure que beaucoup de citoyens se représentent les acteurs, le personnel politique, comme appartenant à des tribus à part, dans lesquelles la transgression est une banalité. Ils ne peuvent pas faire autrement. Et c'est indépendant des qualités personnelles, morales, éthiques des personnes. C'est la façon dont fonctionnent les partis politiques, la façon dont sont désignés les candidats, et aussi la façon dont sont exercées les fonctions politiques. Le fait qu'un élu, même au niveau municipal, est l'objet de très nombreuses sollicitations, on en parlait tout à l'heure, des groupes d'intérêt, des lobbies, des associations, de ses proches, etc. C'est une fonction, on peut dire, dangereuse. Donc une des justifications est que c'est la fonction politique qui est corruptible, c'est-à-dire qui est finalement sensible à toute une série de transgressions, et que donc on ne voit pas très bien comment ça pourrait fonctionner autrement. Est-ce que, alors, on peut imaginer un autre fonctionnement des partis politiques? Oui, mais alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui existe comme moyen de lutte contre la corruption et les abus de fonction en général? Une des tendances importantes est en fait une incitation à la révélation, au signalement. La plupart de toutes les grandes affaires, si vous voulez, depuis le Watergate, mais jusqu'à tout ce que nous avons connu sur l'affaire Cahuzac, aujourd'hui l'affaire Gallet, l'affaire Sall, etc., ce ne sont pas des organismes publics de défense de la probité qui les ont soulevés. Ce sont toujours des signalements particuliers qui ont été faits la plupart du temps à des journalistes qui après ont mené leur travail d'investigation, ou dans un certain nombre de cas qui ont été signalés à des autorités de contrôle. Donc si vous voulez, ce qu'il faut intégrer, qui est un peu difficile, c'est le fait que l'essentiel de la mise en visibilité de tous les abus, la plupart
des abus de fonction et des atteintes à la probité, repose sur des activités de révélation, de signalement par des acteurs particuliers. La deuxième chose qu'on peut dire, c'est qu'un certain nombre de mouvements sociaux, pour employer le mot au sens large, aussi ont fondé leur crédibilité sur la dénonciation de la corruption ou des abus de fonction des anciens dirigeants. Donc on le voit, que ce soit le mouvement Syriza, que ce soit Podemos, que ce soit aussi ce qui s'est passé en Ukraine, etc. C'était la base de une des composantes, disons, initiales de la mobilisation était la dénonciation collective des transgressions de dirigeants. Mais aussi, on peut dire, dans l'actu, sous une autre forme, on n'est pas tout à fait dans la corruption, on est quand même plutôt dans les abus de fonction. Toutes les révélations sur le fichage des services secrets qui ont été menées par donc Assange, Snowden, Manning, etc., c'est typiquement aussi des acteurs qui finalement se sont exposés pour révéler des abus de pouvoir. Nous sommes dans cette situation-là où, on peut dire, depuis une vingtaine d'années, la révélation par des acteurs privés est devenue un leviers principaux, on peut dire, de la lutte contre la corruption et les abus de fonction. À tel point que des organismes internationaux ont adopté ou fait adopter des recommandations pour protéger, donc ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte. Le fait que, finalement, pour inciter à la révélation, encore faut-il que celui qui s'expose soit le moins menacé possible. Ça veut pas dire que ce résultat soit acquis. Mais au moins, déjà, le problème est posé. C'est que celui qui révèle, le lanceur d'alerte, est souvent la première victime de la révélation qu'il a faite. Donc, toute une série de mesures, aussi bien au niveau international et, par exemple, en France, dans une loi de 2004 pour tout ce qui concerne les transgressions en matière financière, mais en 2007 pour tout ce qui concerne les atteintes à la probité et la corruption, la loi a prévu une protection des acteurs privés et publics qui feraient des révélations. Donc, ça, comme ça. Dans le cadre français, il y a beaucoup de réticence, on peut dire, morale, éthique, des citoyens à l'égard de ce type d'activité, considéré comme un problème moral, parce qu'il y a encore en France un lien tout à fait légitime qui est fait avec les pratiques on parle souvent de délation. Vous voyez, il n'y aurait à peu près que 30%, disons, de la population qui serait favorable pour deux raisons. D'une part, ce que je disais, parce que c'est risqué. Je ne veux pas le faire parce que c'est risqué. Mais surtout, l'argument principal, c'est que est-ce que c'est bien aux citoyens de faire ça? Et nous avons des structures publiques, nous avons des systèmes d'enquête, nous avons des organismes spécialisés, il y a de la police, il y a du parquet, etc. Ce serait à eux d'exercer ce type de fonction. Donc vous voyez, une sorte de tension entre un mouvement qui s'accomplit d'augmentation des révélations par des acteurs privés, et puis le fait que, malgré des protections qui existent aujourd'hui, l'adhésion de la population à ce type d'activité est faible. Et je termine par le point suivant, c'est que finalement, aussi, comment lutter contre? La réponse principale, c'est la meilleure sanction doit être une sanction politique. Non pas une sanction juridique ou pénale, mais une sanction politique. Et ce n'est pas particulier à la France, mais en France, les résultats sont particulièrement, élevés. C'est que quand un élu est reconnu coupable d'une atteinte à la probité publique, la sanction la plus efficace serait une interdiction d'exercer des fonctions, et quelquefois à un niveau élevé, puisque le fait d'écarter à vie une personne de toute fonction politique, vous voyez, reçoit un appui quand même extrêmement important. Et si c'est pour une durée, c'était 5 ans, donc c'est de l'ordre de 20%. Donc quand même, ça fait 70% des personnes qui considèrent que la sanction politique devrait être la sanction la plus importante. Les autres sanctions sont, y compris la sanction pénale, auquel on pense, les juges, tout ce que ça veut dire, sont beaucoup moins retenues.
plus. Hein, voilà, les sanctions administratives. Donc, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est qu'en fait, les rapports aux politiques ne sont pas des rapports homogènes, qu'il y a beaucoup de diversité, hein, et qu'on peut concevoir la fonction, les rôles politiques, au moins de 4 façons. La première, c'est à laquelle on pense, c'est une conception légaliste. Comme les WASP américains, les Français sont aussi assez légalistes, puritains, en disant « mais il y a des règles, il faut respecter les règles ». C'est plutôt « il faut que les autres respectent les règles », on est d'accord. Enfin, les acteurs politiques en particulier, puisqu'on est particulièrement sévère à leur égard. Une autre façon de concevoir la politique, c'est plutôt, ce que je disais tout à l'heure, Tocqueville. L'idée, c'est que la représentation politique, c'est d'abord un contrat. Et un contrat, ben, ça se négocie. Voilà. Et que, en même temps, ça doit être tenu, ça doit être contrôlé. Mais c'est moins par rapport à des grands principes que par rapport à l'accord que l'on peut trouver entre qu'est-ce qu'on attend d'un acteur politique, qu'est-ce que lui propose de faire, vous voyez, une sorte d'ajustement entre des positions, et on peut considérer à ce moment-là que le mandat électoral serait un contrat dont on examinerait les résultats à la fin. Troisième conception, une conception très pragmatique. Je vous ai dit à différents moments que pour beaucoup de gens, le rapport principal à la politique, c'est les résultats. La fin justifie les moyens. Donc moi, je regarde, pas simplement ce que j'obtiens, moi, on ne sont pas fondamentalement égoïstes, mais qu'est-ce qui est fait pour la municipalité, qu'est-ce qui est fait pour notre quartier, qu'est-ce qui est fait pour notre région, etc. Hein. Et donc la question des résultats est quand même souvent aussi un critère extrêmement important. Et pour beaucoup, donc ce pragmatisme dans les relations politiques est fondamental. Et puis, il y a une conception réaliste, ce qu'on appelle donc en sciences politiques les positions réalistes, c'est l'idée de dire que la vie est un combat. Ce sont finalement des rapports de force qui règlent toute la vie politique. Et qu'il s'agit de savoir de quel côté on se trouve. Voilà. Et que dans cette conception de la politique, évidemment, la question des règles, de la morale est très loin. Ce qu'on peut rajouter, c'est que ces 4 conceptions donnent des rapports très différents à la probité. Du modèle 1 au modèle 4, la tolérance augmente. On peut dire que dans le niveau 1, elle existe, par exemple, ce seraient des zones blanches, des pratiques de petit favoritisme dont je vous ai parlé. Mais dans la zone 4, gris, blanc, noir, tout ça n'existe plus. Ce qui compte, finalement, c'est renforcer des positions et être du côté du vainqueur, du plus fort. Et donc là, si vous voulez, ces questions dont nous parlons n'ont juste aucun intérêt. Hein, voilà. Ou bien ça peut être vu simplement comme une façon d'utiliser, si je dis une bêtise, d'utiliser l'argument de la probité pour déstabiliser l'adversaire. On ne peut pas, on peut dire, classer les citoyens par rapport uniquement à ces 4 conceptions. Ce qu'il faut aussi que nous acceptions, c'est que selon les moments, selon les circonstances, selon les conjonctures, selon que nous cherchons la meilleure école pour notre fils, selon que nous voulons obtenir un permis de construire pour ceci ou pour cela, le fait que nous voulons attirer telle entreprise pour qu'il y ait de l'emploi dans la commune, etc., etc., nos positions peuvent changer. Et qu'à certains moments, la même personne, par exemple, je peux avoir une attitude légaliste sur tel enjeu, je peux avoir une attitude contractualiste sur un autre, je peux être un pragmatique dans telle autre situation, et je peux être un réaliste dur à certains moments. Donc, ce qui rend aussi, si vous voulez, ce type de domaine assez compliqué à cerner, c'est aussi bien les différences que nous avons entre nous, mais que les différences que nous avons aussi à l'intérieur de nous dans les jugements en fonction des situations. Et le mot de la fin, c'est que la meilleure façon de lutter contre la corruption, contre les atteintes à la probité, c'est d'abord de réfléchir sur quel type de relation nous voulons avoir avec le politique, comment est-ce que nous concevons leurs fonctions, qu'est-ce que nous attendons d'eux, et que ces questions de rapport à l'intégrité publique nous sont secondaires par rapport à celle-là. Je vous remercie de votre attention.